Salut les Blue Dots, quelles sont les nouvelles du spatial de cette semaine? La fusée Falcon Heavy de SpaceX sera de retour très bientôt. Connaissez-vous le Dream Chaser de Sierra Space? La capsule Starliner de Boeing est enfin prête. Le son d'un trou noir, wow, des exolunes, récupérer un booster avec un hélicoptère. L'actualité spatiale, ça commence maintenant. Pour la première fois en près de 3 ans, eh bien, il y a un vaisseau spatial qui est supposé décoller à bord d'une Falcon Heavy. Viens ici, viens ici. Ah, beaucoup mieux est arrivé à Cap Canaveral en Floride dans le but de se préparer pour son lancement au mois d'août, pas de suite. Connue sous le nom de Psyché, la mission scientifique sera envoyée au-delà de Mars entre 235 millions et 309 millions de kilomètres pour explorer un astéroïde qui serait presque entièrement métallique. Psyché est l'un des 10 astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes. Il fait plus de 200 km de diamètre. Les noyaux métalliques sont ce que les scientifiques pensent être au centre des planètes rocheuses, y compris la Terre. Donc, Psyché serait représentative de l'un des éléments constitutifs du système solaire. C'est impossible de voir ou mesurer directement le noyau de la Terre, donc Psyché offre une fenêtre unique sur l'histoire violente des collisions qui a créé la planète tellurique. S'il s'avère qu'il fait partie d'un noyau métallique, il ferait partie de la toute première génération des premiers noyaux de notre système solaire. Psyché marquera également la première utilisation opérationnelle par la NASA de Falcon Heavy, qui est essentiellement composée de 3 fusées Falcon 9 attachées ensemble. Comprenez, cette fusée est l'une des plus puissantes jamais construites. C'est la fusée opérationnelle la plus puissante active, bien que la mission Artemis 1 utilisant le système de lancement spatial SLS et le vaisseau spatial Starship en cours de production avec le Super Heavy dépassera largement la Falcon Heavy. Pour l'instant, Falcon Heavy a la couronne de la fusée la plus puissante opérationnelle. La Saturn V est plus là. Cette fusée a volé pour la première fois lors d'un test en 2018 avec le Roadster Tesla d'Elon Musk. Hey, ça va faire 4 ans déjà et la vie elle passe bien trop vite. Cet envoi était purement symbolique, mais la fusée Falcon Heavy avait besoin d'une charge utile de test. Je me demande à quoi ressemble Starman avec sa Tesla là, aujourd'hui dans l'espace. Ben, il y a 4 principaux dangers dans l'espace. On parle de la température, les effets de la gravité et pas de gravité. Il y a le rayonnement et la pression. Toutes ces choses auront des effets différents sur les matériaux à partir desquels la voiture est fabriquée. L'un des plus gros facteurs, c'est le cycle thermique et la façon dont le Roadster, qui est fabriqué à partir de plusieurs matériaux différents, pourrait y réagir. Vous obtenez d'énormes variations de température dans l'espace. Puis ces changements de température font que les pièces de la voiture se dilatent et se contractent beaucoup plus qu'elles ne le feraient sur Terre. Le Roadster est fait d'un châssis de Lotus Elise modifié, en aluminium et en fibre de carbone. Il existe différents types de fibres de carbone, mais en règle générale, le polymère d'un Boeing 787 est différent d'un Airbus 350. Wow! Avez-vous vu ces deux machines? Difficile donc de se prononcer sur ça. On ne sait pas non plus comment le corps est fixé au châssis. Les attaches ont très bien pu se casser. La peinture de la voiture a dû sauter, flotter autour de la Tesla. Même chose pour une grande partie du caoutchouc de la voiture, comme les pneus qui ont dû eux aussi se désagréger, flotter autour du véhicule. Le cuir des fauteuils également. Quant à Starman, lui, ben, il est chanceux parce qu'il est équipé d'une combinaison spatiale. Cette dernière est résistante, même si elle ne devrait plus tenir très longtemps face au rayonnement. La NASA enverra donc la mission Psyché vers la fin de l'été afin qu'elle arrive autour de Mars vers 2023. C'est là qu'elle va utiliser l'assistance gravitationnelle de la planète Mars pour ensuite se diriger vers l'astéroïde et arriver vers 2026. Hey, je vais essayer d'y aller voir ça en direct, ce décollage-là cet été. Abonnez-vous pour rien manquer, je vous partagerai une vidéo. Sierra Space affirme faire de bons progrès sur son avion spatial Dream Chaser, c'est son premier. Alors que la société envisage des versions du véhicule pouvant transporter des équipages et effectuer des missions de sécurité nationale. La société a fourni dernièrement des images du premier Dream Chaser nommé Tenacity. Avec de la ténacité, on en a toujours besoin, hein?
en cours d'assemblage à son siège social au Colorado. La structure du véhicule est maintenant en grande partie terminée, mais il reste encore du travail à faire pour installer son système de protection thermique et d'autres composants. La société a terminé les tests structurels du véhicule et passe à l'intégration et aux tests finaux. Il devrait être prêt à être expédié à l'installation d'essai Neil Armstrong de la NASA dans l'Ohio à la fin de l'été pour 4 mois d'essais sous vide thermique. Ensuite, il sera envoyé au Kennedy Space Center pour l'intégration sur la fusée Vulcan avec un lancement prévu pour février. Ce lancement sera le premier d'une série de missions de frais vers la Station spatiale internationale pour la NASA. Sierra Space regarde au-delà des missions de frais et commence à travailler sur une version avec équipage de Dream Chaser qui pourrait être lancée dès 2026. Les travaux sur la version avec équipage sont financés par la compagnie elle-même qui croit fortement au retour des astronautes de la NASA par la NASA et non pas par SpaceX. Sierra Space a également discuté de la création d'une version de Dream Chaser pour les missions de sécurité nationale, mais a offert peu de détails sur la façon dont il serait différent des versions cargo ou crew. Il y a eu des spéculations selon lesquelles il y aurait des similitudes avec l'avion spatial X-37B de l'US Space Force, dont les missions ont été en grande partie entourées de secrets. La NASA et Boeing sont enfin prêts pour le deuxième test de la capsule Starliner. On y va? 3, 2, 1... La NASA et Boeing disent qu'ils sont convaincus d'avoir résolu un problème de valve qui aurait retardé un vol d'essai du véhicule d'équipage commercial CST-100 Starliner de la société l'année dernière et sont prêts à réessayer plus tard ce mois-ci. Le Starliner sera installé sur la fusée Atlas V pour les derniers préparatifs dont le lancement est prévu le 19 mai. La société était à quelques heures du lancement en août dernier lorsqu'elle a arrêté le décompte en raison de problèmes d'ouverture des valves de propulseur dans le module de service du vaisseau spatial. La société a ensuite annulé le lancement après avoir découvert que 13 valves avaient été fermées par la corrosion lorsque le tétroxyde d'azote ou nitrogène tétroxyde, NTO, a interagi avec l'humidité créant de l'acide nitrique. Le NTO s'infiltrant à travers les joints en téflon de la valve interagissait avec l'humidité ambiante pour créer de l'acide nitrique et corroder le boîtier en aluminium. La solution trouvée par Boeing? Eh bien, une purge à sec des valves avec de l'azote gazeux pour éliminer l'humidité et sceller un connecteur électrique qui pourrait être un chemin à emprunter par l'humidité. Le NTO sera également chargé dans le vaisseau spatial plus tard pour réduire le temps qu'il pourrait s'infiltrer à travers la valve. Il y aura une activation des valves à tous les 2 à 5 jours pour confirmer qu'elles peuvent se déplacer correctement. Faut juste pas qu'ils fassent la même chose qu'Apollo 13, hein, on se souvient. La prochaine mission sera un deuxième vol d'essai sans équipage de Starliner. La mission originale en décembre 2019 avait subi des problèmes techniques, notamment un minuteur de mission mal réglé qui a causé des problèmes après que le vaisseau spatial a atteint l'orbite, ainsi qu'un problème logiciel découvert pendant le vol qui aurait pu provoquer la collision du module de service du vaisseau spatial avec le module équipage après séparation juste avant la rentrée. Starliner livra environ 225 kg de frais, principalement de la nourriture à la station spatiale et il restera amarré pendant plusieurs jours. Le premier vol en équipage du vaisseau spatial qui pourrait être lancé dès la fin de l'année. Les scientifiques s'inquiètent des installations militaires pour stocker les roches martiennes de la NASA qui sont supposées de revenir, car ils craignent que les roches ne soient mortelles pour la vie sur Terre. Le rover Mars Perseverance de la NASA a ramassé de la terre et des roches dans l'espoir qu'une future mission sur la planète rouge s'arrêtera, les ramassera et les ramènera sur Terre pour une étude plus approfondie. Mais le retour de roches spatiales d'une planète extraterrestre comporte des risques inhérents permettant potentiellement à des microbes dangereux de se joindre au voyage. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas encore découvert de preuves concrètes qu'il y a quelque chose de vivant sur la surface martienne en ce moment. Pourtant, les risques lointains mais possibles sont si immenses que la NASA évalue actuellement des plans pour stocker des spécimens martiens dans une installation de l'US Air Force dans l'Utah dans environ une décennie. La NASA prévoit de lancer une mission de retour d'échantillons dès 2027 en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Pour se préparer à la mission, Perseverance a mis des échantillons dans des conteneurs hermétiquement fermés. À ce jour, le rover a collecté 8 échantillons différents malgré des revers occasionnels. Les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ne sont cependant pas trop inquiets.
Les échantillons seront placés dans un autre récipient qui sera ensuite stérilisé à la chaleur et soudé. Ils vont faire plus de 900 degrés Fahrenheit. Ah, c'est chaud! Afin d'être en mesure d'avoir la séparation de toutes les biomolécules qui pourraient avoir une activité préoccupante. De plus, la vie martienne aurait de toute façon beaucoup de mal à survivre sur Terre car elle a une biosphère et des conditions physiques entièrement différentes. Le sujet de la protection planétaire, un mouvement dédié à empêcher la Terre d'être contaminée par des formes de vie et des agents pathogènes d'un autre monde, est plus pertinent en ce moment qu'il ne l'a été depuis longtemps avec l'exploration spatiale qui commence vraiment à se réchauffer. Bien que les chances que nous ramenions par inadvertance des formes de vie extraterrestres sur Terre sont incroyablement faibles, les organisations de protection planétaire, mais quelque chose. Encourage que la NASA soit prête à faire ses devoirs et se préparer au pire. Des astronomes ont annoncé avoir trouvé ce qui pourrait être un astre gravitant autour d'une planète extrasolaire, Kepler 1708b. Mais c'est quoi ça, une planète extrasolaire? Ben, pensez-y, extrasolaire. Donc, à l'extérieur de notre Soleil. C'est une planète qui tourne pas autour de notre Soleil, elle tourne autour d'un autre Soleil. Ah, c'est logique. Ouais, c'est vrai. C'est une première historique si la découverte se confirme, permettant de franchir une nouvelle frontière en astronomie et d'ouvrir un champ de recherche extrêmement prolifique. 4 années ont été nécessaires aux chercheurs pour sélectionner et identifier l'éventuelle exolune orbitant à 740 000 km de sa planète, soit 2 fois la distance Terre-Lune. Parce qu'on se souvient que la distance entre la Terre et la Lune, eh bien, c'est 384 000 km, c'est énorme! Retenez le chiffre, posez la question autour, vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. C'est loin, très loin. L'astre serait situé à 5600 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. Elle serait en orbite autour d'une planète de la taille de Jupiter nommée Kepler 1708b par les astronomes, qui elle-même orbite autour d'une étoile similaire au Soleil. Et selon des chercheurs, elle pourrait marquer l'histoire de l'astronomie en étant identifiée comme la toute première exolune, donc le satellite d'une exoplanète, donc une planète extrasolaire, autrement dit à l'image de notre Lune. Les exoplanètes ont révolutionné notre compréhension des autres systèmes stellaires, mais elles ne sont qu'une partie du tableau. Il existe de nombreux satellites naturels dans notre système solaire. Les planètes les plus intérieures, Mercure et Vénus, en manquent certes, mais la Terre en a une et Mars deux, tandis que les géantes gazeuses Jupiter et Saturne en hébergent près de 80 chacune, sans compter celle d'Uranus 27 et Neptune 14. C'est plus de 200 en tout avec des résultats remarquables. Si certaines lunes comme Titan ont une atmosphère épaisse et des lacs d'hydrocarbures, d'autres comme Io sont agités par une intense activité volcanique et d'autres encore comme Encelade ou Europe contiennent des océans sous-glaciaires qui pourraient abriter la vie. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même dans notre système stellaire. Les exolunes doivent se multiplier autour des milliards d'étoiles de notre galaxie, avec une richesse encore plus grande que ce que nous avons pu observer jusqu'à maintenant. Oh. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles de Twitter de cette semaine. Eh bien, Bill Nelson, c'est l'administrateur de la NASA qui a proposé à l'ambassadeur chinois aux États-Unis de partager les échantillons récoltés par la mission lunaire Change 5 avec la communauté internationale, comme l'a fait la NASA avec Apollo. Et malheureusement, il n'a rien répondu depuis. Toujours en attente. Soraku, le robot du futur. Oui, avec quelques centimètres seulement, Soraku est l'un des objets les plus légers à ne jamais s'être posé sur la Lune. Affichant 250 grammes, le drone n'est pas là pour faire de la figuration. Selon la JAXA, il s'agit d'une mission d'exploration du régolithe lunaire qui a pour objectif de mieux comprendre la composition et le fonctionnement de cette poudre du sol de notre satellite. Concernant des données approximatives sur l'utilisation de Starlink, il y a environ 150 000 utilisateurs actifs par jour. Il s'agit d'un soutien crucial pour l'infrastructure de l'Ukraine et la restauration des territoires détruits. L'Ukraine restera connectée quoi qu'il arrive. Il y a Angelina Jolie qui a visité Lviv, puis il y a Dimitri Rogozin, ça c'est le clown, on se souvient de lui, qui était tellement déçu. Oh, c'est triste ça. Il s'est adressé à elle en poésie, en ukrainien et en russe et lui a demandé de visiter le Donbass. Bravo Angelina. Sur ce tweet, nous avons une vue aérienne du temple de Ramsès III à Médine Abou, Luxor en Égypte. Regardez, c'est de toute beauté.
Une belle photo avec un commentaire qui ressemble à la base de la tranquillité. Ici, les vaisseaux ont atterri. Oui, ça a l'air bien tranquille, puis c'est quand même une photo géniale. Wow! Regardez cette magnifique image du rover Perseverance qui dit « Faire de l'art zen accidentel pendant que je conduis, Mars est peut-être désolé, mais il a un certain charme. Wow! Il arrêtera jamais de nous surprendre, lui. » Cette semaine, la petite société de lancement Rocket Lab qu'on aime tous a réussi un exploit. Ils ont capturé un étage de fusée qui tombait dans les airs avec un hélicoptère avant de la laisser tomber dans l'océan, semblant réaliser un test partiellement réussi de la nouvelle approche de réduction des coûts de la société pour récupérer des fusées usagées pour de multiples missions. La démonstration impliquant des parachutes et un long câble suspendu à un hélicoptère visait à franchir une étape clé pour la société basée à Long Beach en Californie alors qu'elle s'aventure à réduire le coût de l'envoi de satellites dans l'espace, une tendance de l'industrie lancée par le milliardaire Elon Musk, la compagnie SpaceX. Écouter le son d'un trou noir, c'est possible dans l'espace. Depuis 2003, le trou noir au centre de l'amas de galaxie de Persée est associé au son. Les astronomes ont découvert que les ondes de pression émises par le trou noir provoquaient des ondulations dans le gaz chaud de l'amas qui pourraient être traduits en une note que les humains ne peuvent pas entendre. Mais maintenant, c'est différent. Eh bien, les scientifiques ont réussi à sortir d'une certaine manière les sons de tout ça. Un peu compliqué. Mais je vais pas t'ostiner, mais il n'y a pas de son dans l'espace, mon cher. C'est ça que tout le monde pense. Attention, c'est une fausse croyance. L'idée fausse populaire sur laquelle il n'y a pas de son dans l'espace provient du fait que la majeure partie de l'espace est essentiellement un vide ne fournissant aucun moyen que les ondes sonores se propagent. Un amas de galaxies en revanche contient de grandes quantités de gaz qui enveloppent les centaines, voire les milliers de galaxies qu'il contient, fournissant un moyen pour les ondes sonores de se propager. Ah ah, vous venez d'en apprendre une, hein? Et ça complète mes nouvelles de Twitter! Moi, j'en ai une dernière pour toi. C'est quoi ta face, man? Il faisait froid dans le nord, il faisait froid encore. Je me suis gelé la face, puis le masque, puis tout. Non, c'est presque l'été ici. Ça achève, ouais, ça achève. Ben oui, ça, c'est une nouvelle aussi au Québec. Le masque achève. On est-tu content? Et la question de la semaine, le Nerva, c'était un prototype de moteur de fusée construit pour tester la viabilité des moteurs nucléaires dans les vols spatiaux. Le programme d'essai a été un tel succès que la NASA a autorisé le moteur à voler. Le moteur n'a malheureusement jamais volé dans l'espace car Nerva a pris fin en raison de coupes budgétaires en 1973. Donc cette semaine, je vous demande, croyez-vous que la NASA devrait investir de l'argent pour finalement effectuer des tests dans l'espace? Ce moteur est énorme par rapport à tout ce que nous utilisons actuellement. Même les RL-10 ou RS-25 de la fusée céleste, c'est jamais aussi puissant que ce moteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez vos opinions, partagez dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et ça complète mon actualité spatiale de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Pouce bleu, un commentaire, c'est toujours très apprécié. Toi, tu n'en faisais jamais des commentaires. Ah ouais, c'est vrai. Partagez vos nouvelles connaissances, allez dans les écoles, partagez vos passions, n'importe quelle passion, hein, c'est pas obligé d'être le spatial. Vous voulez avoir mon fond d'écran iPhone de la semaine? Eh bien, allez dans la description et vous retrouverez le lien ou directement sur le site internet. C'est génial, on va tous avoir le même à chaque semaine selon la thématique de la vidéo. Puis c'est gratuit! Il n'y a rien de gratuit. Ben ça oui! Et comme disait cette semaine Salvador Dali, qui était un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain de nationalité espagnole qui est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du 20e siècle. Et quand on regarde son travail, on comprend certainement pourquoi. Ne craignez pas la perfection. Vous n'y parviendrez jamais, mes amis. Et voici une peinture qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'actualité, on devrait l'envoyer à vous savez qui. D'ici là, n'oubliez pas de regarder le ciel, c'est le retour des oiseaux. Ben, pas dans le nord encore. Mais soyez Blue Dot parce que le futur, comme à chaque semaine, ben, ça commence maintenant. Adios, amigos.